Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Dorian Dreuil de la Fondation Jean Jaurès et je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour animer cet échange. Et j'en profite pour remercier le mouvement démocrate et les jeunes démocrates de cette invitation et pour remercier nos intervenants. Donc très heureux d'être là pour ce temps de discussion sur la participation électorale qui conforte un sentiment qu'on a, qui est que dans les temps qui viennent, l'enjeu de la démocratie sera primordial et donc celui de la participation électorale. Quand on voit, à force de voir les chiffres de participation s'éroder et quand on sait qu'aujourd'hui, près de 7,6 millions de personnes sont considérées comme mal inscrites sur les listes électorales et 5 millions non inscrits, ce qui cumule un total de 25% du corps électoral qui est mal inscrit ou non inscrit sur les listes électorales. Et donc comment est-ce qu'on peut sortir de ce que Jean-Yves Dormagin et Céline Braconnier appellent la démocratie de l'abstention. On aura des pistes de réflexion ce soir en croisant les regards grâce à 6 parcours, 6 visions, 6 parcours militants, 6 regards différents. Donc je vais vous présenter notre table de ce soir, que je remercie d'être là avec nous. Donc Antonin Dacos, qui est responsable jeune du mouvement Génération. Nolwenn Henry, qui est conseillère municipale à Quimper, donc qui vient en voisine, militante d'Europe Écologie Les Verts. Ambroise Méjean, président des Jeunes avec Macron. Alexandra Monet, qui est déléguée nationale des Jeunes Républicains en charge des Jeunes Pros. Auguste Hoth, qui est président des Jeunes Démocrates. Et Arnaud Platel, qui est conseiller municipal dans le Finistère, qui est également régional de l'Étape et militant du Parti Socialiste. Et donc ce que je vous propose, c'est un temps d'échange autour de 2 horizons. Le premier jusqu'en 2022, quel récit, quelle technique, de quelle manière on fait campagne pour faire reculer l'abstention d'ici l'échéance présidentielle et législative qui suivront. Et le deuxième horizon, l'après. Qu'est-ce qui se passe après 2022 ? Et Arnaud, je vous propose peut-être de commencer par vous sur, je crois, ce que vous appelez la France qui s'en fout, pour reprendre l'expression de la Fondation Jean Jaurès. Et donc, comment est-ce qu'on parle aux gens qui sont déçus ou qui ne votent plus ? Si j'arrive à allumer le micro. Alors, normalement, il est déjà allumé. Non. Oui, c'est bon, vous m'entendez ? Alors, avant de commencer sur cette question-là, moi, d'abord, je voudrais dire 1 minute, pas plus, sur déjà pour vous remercier pour l'idée de cette intervention et surtout sur le format, et pour vous dire comme je suis ravi d'intervenir sur un format au-delà des étiquettes politiques. Et pourquoi ça concerne le sujet ? Parce que je suis le premier à dire que s'il faut défendre le clivage gauche-droite, et moi je crois encore qu'il existe, peut-être que c'est la différence avec beaucoup d'entre nous ici, je suis le premier aussi à dire que dans les situations d'urgence, et nous en vivons une actuellement, que ce soit vis-à-vis de la crise sanitaire et aussi sur ses conséquences sur la jeunesse, des ponts entre nous doivent être trouvés. Je vais faire rapidement de l'histoire. Après la guerre, il a fallu reconstruire puis moderniser la France. C'est le moment où les communistes gouvernaient avec De Gaulle, par exemple. Le plan Monnet, qui a amené à la modernisation du pays, faisait travailler entre eux, sous l'égide de Jean Monnet, des hauts fonctionnaires, des experts, des élus de tous les bords politiques. Et je crois que là-dessus, quelque part, toute proportion gardée, un format sur ce type-là, sur un sujet comme ça, au-delà des étiquettes politiques, je trouve que c'est essentiel. Donc, je voulais vous remercier là-dessus parce qu'aujourd'hui, on n'est pas après-guerre, mais il s'agit quand même de reconstruire la France post-Covid. Enfin, la France est en difficulté avant la crise sanitaire, mais aujourd'hui de façon plus urgente, aussi bien sur le plan matériel, l'économie, que sur le plan moral et politique. Or, et c'est là où on en vient au sujet, sans la jeunesse, nous n'y parviendrons pas à reconstruire cette France, à remoderniser cette France. Alors post-Covid, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, c'est la situation actuelle. On a besoin de la jeunesse parce que, alors c'est très cliché ce que je vais dire, mais on a déjà besoin de leur dynamisme. Ça, on n'invente rien là-dessus, ça fait toujours un peu vieux con de dire ça, mais c'est important de dire que la jeunesse, on a aussi besoin de leur dynamisme. Mais aussi sur le fond, parce que là je parle de la forme, sur le fond, c'est important d'écouter les jeunes dans le discours politique pour pouvoir s'adapter aux enjeux à venir, que ce soit
sur le réchauffement climatique, et Nolwenn en parlera notamment sur la mobilisation des jeunes sur cette question-là, que sur les nouvelles technologies ou que sur les questions de parité. Donc on a besoin aussi sur le fond de la jeunesse. Et j'en viens encore plus au sujet. Le problème, c'est que la jeunesse, justement, elle s'abstient de plus en plus là-dessus, et pas qu'électoralement. Mais bon, c'est le sujet. Je voudrais juste dire que selon moi, la différence sur la nature de l'abstention et qui est exacerbée chez les jeunes, c'est que jusque récemment, moi je ne pourrais pas le dater, mais l'abstention, elle ressemblait plutôt à une France qui en avait marre des élus, en avait ras-le-bol, le fameux tous pourris, ça ne sert à rien de participer aux élections parce que de toute façon les élus sont guidés par le grand capital, enfin toutes ces questions-là. Il y a toujours cette opinion-là qui restait, quoi qu'on en pense, une opinion politique, le ras-le-bol, l'abstention qui s'explique par le ras-le-bol. Aujourd'hui, de plus en plus s'agrège à ce ras-le-bol, Dorian le disait, une France qui s'en fout. Alors c'est vulgaire de dire ça, mais puisque Dorian est là, c'est le titre d'une très bonne note de la Fondation Jean Jaurès, sortie, je crois, dans le cadre des élections. Dont je ne suis pas l'auteur, mais très bonne note. Très bonne note dans la perspective des dernières élections, de cette France qui, en plus de celle qui en a ras-le-bol, finalement, ne voit... c'est même pas un sujet pour elle d'aller voter. C'est complètement étranger à eux que d'aller voter, et c'est pour ça que le titre est un peu vulgaire mais parlant de cette France qui s'en fout. Donc je suis persuadé d'abord que si on veut analyser l'abstention générale exacerbée chez les jeunes, il faut d'abord la nommer. Et de plus en plus, il y a une perte du sens civique chez beaucoup d'entre nous. Alors, les raisons à ça, pour venir aux propositions ensuite, je le disais, la perte générale du sens civique avec une montée de l'individualisme, exacerbée peut-être chez les jeunes. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis ici, mais on ne peut pas juste dire que les gens et les jeunes ne se rendent pas aux urnes parce que c'est la faute aux États, c'est la faute aux élus. La preuve, c'est que les élus municipaux, par exemple, qui restaient un peu protégés de ce ras-le-bol et de cette abstention, de plus en plus sont élus avec une part infime du corps électoral, alors que pour le coup, c'est très concret pour les gens. Mais c'est quand même la preuve d'une perte du sens général, du sens civique. Il y a ensuite, et j'y reviendrai plus lors de la deuxième question, une absence majeure, de différence majeure entre les projets. C'est pour ça que je disais, je ne suis peut-être pas d'accord avec certains d'entre vous, mais par exemple, moi, je défends le clivage gauche-droite. Je le défends parce que pour moi, il existe et parce que pour moi, il est souhaitable. Parce que si on pense que tout le monde, on est dans le même bateau et que c'est la même chose, forcément, ça crée un effet démobilisateur qui se vérifie chez les jeunes. Troisième raison, selon moi, c'est que le discours politique et la vie des partis, et là-dessus, on est tous concernés, ressemblent de plus en plus à une langue étrangère et à un entre-soi. Les gens ont l'impression que ce n'est pas pour eux, que ce n'est pas leur monde de toute façon et que ça ne sert à rien d'aller voter parce que c'est un comportement qui ne leur revient pas. Et enfin, et je reviendrai là-dessus aussi, une rationalisation extrême du politique. Une des raisons de l'abstention, selon moi, c'est qu'on a une technicisation des élus, c'est-à-dire que de plus en plus, moi je suis élu, je me mets dedans, on fait de plus en plus de techniques, on gère les affaires courantes et beaucoup moins de la politique. On ne résout pas la crise du récit qu'on vit actuellement. Donc forcément, ça crée un effet démobilisateur. Et je termine vraiment par là parce que je vois que le temps presse. Sur les propositions, mais je développerai plus sur la deuxième partie parce que là, la question, je crois que c'était pour 2022. Déjà, là aussi, je vais me faire des ennemis. Il faut que les jeunes, ils aillent voter. Point. C'est très bateau de dire ça, mais je disais tout à l'heure, il n'y a pas que des causes externes à l'abstention. Il faut que les jeunes, on a besoin d'eux. Je vais faire appel à leur responsabilité, à leur utilité, à leur adaptation aux enjeux à venir. Il faut qu'ils aillent voter, il faut qu'on délivre ce message-là. Ensuite, il faut assumer nos clivages. Je suis de gauche, je ne suis certainement pas d'accord avec beaucoup d'entre vous, et ça, il faut l'assumer, et il faut même le chérir, parce que ça crée un effet mobilisateur. Et enfin, de façon plus matérielle sur les élections qui arrivent, et là peut-être je vais faire plus plaisir à certains, c'est qu'il va falloir très concrètement investir des jeunes, faire confiance à des jeunes électoralement, leur donner l'investiture pour qu'à un moment, on n'oublie pas que notre démocratie, elle est représentative, et que quand, alors tu donnais les chiffres de ceux qu'on considère comme jeunes, alors jeune, c'est un peu, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, parce que selon l'INSEE, c'est 15-24 ans, mais en même temps, on a dit de Macron qu'il était jeune, qu'il a été élu très jeune, donc c'est très large. Mais je crois qu'en tout cas, pour être vraiment
donner du lustre à la démocratie représentative, on ne doit pas oublier que cette démocratie représentative doit représenter toutes les couches de la société, et notamment les jeunes, donc il faut les investir pour les prochaines élections. Qu'est-ce qu'être jeune ? Qu'est-ce que la jeunesse ? On en a peut-être plusieurs segments. Alexandra, toi, tu travailles plus particulièrement sur les jeunes pros. Quel est ton regard, toi, là-dessus, sur les jeunes professionnels ? Alors, justement, c'est bien... C'est marrant parce que, en fait, je suis la seule de droite ici, sur cette table. De l'autre côté du clivage. Je me sentais un peu seule. Et en fait, finalement, je suis en train de me rendre compte que je te rejoins sur tellement de points. Donc c'est ça, et heureusement qu'on est là pour débattre, et heureusement qu'on est là pour se réunir. Parce que finalement, il y a des choses qui peuvent nous surprendre de temps en temps. J'ai peut-être des questions à me poser. Non, parce qu'en fait, j'ai expliqué pourquoi je suis d'accord avec toi sur beaucoup de points. C'est que, en fait, je pense qu'on va tous être d'accord sur le constat. Et ce que tu as fait, c'est du constat. Le constat, c'est les jeunes ne vont plus voter, point barre. Les jeunes, effectivement, aujourd'hui, ils en ont rien à foutre. Voilà, on le dit clairement, et là-dessus, on est tous d'accord. C'est vrai que moi, je travaille plus particulièrement sur les jeunes professionnels. Alors nous, chez les Républicains, ce qu'on appelle jeunes, c'est les 15-35, donc on va même jusqu'à 35 ans. Donc est-ce qu'on est encore jeune à 35 ans ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on a décidé de faire. Et je travaille vraiment sur cette catégorie très spéciale qui est celle des jeunes pros, donc des jeunes actifs. Qu'est-ce que c'est un jeune actif ? C'est quelqu'un donc qui rentre dans la vie active, mais c'est pas forcément quelqu'un qui a son premier contrat. Ça peut être son deuxième, son troisième, son quatrième. C'est aussi quelque chose, voilà, qu'on retrouve partout. Et en fait, le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que les politiques ne parlent plus à ces gens-là. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'ils ne vont plus voter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a été très médiatisé. Il y a un sondage Le Monde qui était sorti au mois d'avril de cette année, qui disait que la tranche des 25-34, donc mes jeunes pros, fameux jeunes pros, votent majoritairement Rassemblement National. Ça avait fait un tollé en disant c'est pas normal, pourquoi est-ce que cette catégorie vote Rassemblement National ? Mais moi je vais vous dire un truc, il faut aussi qu'en fait, on arrête d'être choqué par ce genre de titre, en tout cas, et par ce genre de sondage. Tout simplement parce que cette catégorie-là, il faut bien qu'elle vote pour quelqu'un. Et elle va voter pour les gens, enfin en tout cas pour les politiques qui vont leur parler. Et les choses font que depuis 2017, qui a parlé à cette catégorie-là ? C'est Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen. Donc forcément, ils vont voter pour elle. Ces gens-là, pareil dans ce sondage, on apprenait qu'en 2017, 29% donc des 25-34 ans avaient voté Macron. Aujourd'hui, donc en avril, parce que je ne dis pas aujourd'hui, parce que les choses ont changé avec l'apparition de Zemmour dans le clivage politique, mais en avril, 29% des 25-34 étaient prêts à voter pour Marine Le Pen en 2022. Et Macron a perdu 10 points, donc il est passé à 20% des intentions de sondage, enfin des intentions de vote. Mais pourquoi ? La réponse elle est toute simple, c'est qu'en 2017, ces jeunes professionnels cherchaient quelqu'un qui allait leur parler. Macron, tu l'as dit, il arrivait, c'était quelqu'un de dynamique, quelqu'un de jeune, en tout cas on considérait qu'il était jeune, qu'il était dynamique, qu'il était un peu nouveau entre guillemets sur la scène politique. C'était la soi-disant Startup Nation, jean, chemise blanche, n'est-ce pas Ambroise, voilà, basket. Et donc voilà, ces gens-là se sont retrouvés en Macron, à l'image de Macron, et ils se sont dit on va voter pour lui. C'est ce qu'ils ont fait. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Alors Macron n'a pas eu de chance malheureusement, mais il a eu pas mal de problèmes, là-dessus je le reconnais au moins, il a eu pas mal de problèmes pendant son quinquennat. Mais ce qui s'est passé, c'est que, en fait, toutes les promesses, entre guillemets, de début de mandat ne se sont pas faites. C'est-à-dire que tous les discours qui ont été faits ont été menés sur les étudiants. Ensuite, on a eu la crise Covid. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant la crise Covid, en tout cas au premier confinement l'année dernière, on a dit les étudiants, les pauvres, ils sont en distanciel, ils n'ont plus de rapports sociaux, ils ont perdu leur taf étudiant, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus payer leur loyer, ils ne peuvent plus vivre, entre guillemets, leur vie d'étudiant. Ok, c'est très bien, c'était totalement la réalité. Donc ensuite, toutes les mesures qui ont été faites derrière ont été faites pour les étudiants, pour aider les étudiants. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour les jeunes actifs ? C'est ça la question aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui venait juste d'être diplômé ou quelqu'un qui a été diplômé il y a 1 an ou 2 ans, qu'est-ce qu'on a fait pour eux ? Parce qu'il ne faut pas croire qu'un jeune, quand il vient d'avoir son diplôme, il a un CDI tout de suite. Non, un jeune, quand il sort d'un diplôme, il enchaîne les CDD la plupart du temps. Sauf que quand il y a eu le Covid, ils ont perdu leur CDD. Et qu'est-ce qu'on a fait pour ces jeunes-là ? On n'a rien fait. Personne ne leur a parlé. Mais nous aussi, je veux dire, la droite aussi ne leur a pas parlé. On n'a pas parlé à ces gens-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, soit ils ne votent plus,
ce qu'on disait, soit ils votent extrême. Parce que Marine Le Pen leur a parlé. Alors peut-être qu'elle leur a parlé en leur annonçant monts et merveilles, ce que fait d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, aux campagnes de 2017, quand il disait qu'il fallait donner 800 € par mois à tous les jeunes, forcément tous les jeunes ont voulu voter pour lui. Mais bon, après, on sait très bien que ce n'est pas réalisable. Mais Marine Le Pen leur a parlé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils veulent voter pour les extrêmes. Donc je pense qu'il y a un gros sujet sur vraiment cette catégorie des jeunes professionnels. Il va falloir qu'on réussisse à leur parler, et là je mets tout le monde dans le même panier, il faut qu'on réussisse à leur parler et qu'on réussisse à trouver des réponses à leur problématique qui est comment trouver un taf, tout simplement, comment trouver un logement, parce que je l'ai fait moi-même, j'ai eu 3 appartements comme ça où j'ai dû me faire passer pour étudiante, mentir et me faire passer pour étudiante, parce que quand on est jeune pro, qu'on a un CDD, en fait on ne veut pas de nous pour un appartement. Parce que, soi-disant, on n'est pas solvable. Donc, trouver un logement, trouver un travail à la hauteur de ses compétences, trouver un logement, et c'est toutes ces réponses toutes ces questions qui sont bêtes, qui sont juste ce qu'on a tous envie d'avoir, mais personne ne leur parle. Et je pense que c'est un gros sujet sur l'abstention, oui. Nolwenn, comment est-ce qu'on parle aux jeunes aujourd'hui? Et comment est-ce que toi, tu leur... Ça fonctionne? Ok, parfait. Là où je vais un petit peu être à la fois d'accord avec toi et pas d'accord, c'est que oui, beaucoup de gens disent qu'aujourd'hui les jeunes s'en foutent, mais je pense que cette abstention massive des jeunes est à contraster avec leur fort engagement sur de nombreux points. On voit avec la marche pour le climat qui a quand même rassemblé 350 000 personnes, donc beaucoup de jeunes sur leur mobilisation sur de nombreux thèmes. Donc une mobilisation à la fois étudiante, lycéenne, mais le problème qui se pose face à cette jeunesse justement qui est motivée, qui se bat, qui se mobilise, c'est qu'ils ne se sentent tout simplement pas écoutés et pas représentés par le gouvernement. Je prends la question de l'environnement, ça va faire cliché en écologie les Verts, mais comme ça on continue. Sur ce cliché-là, par exemple, sur ce point-là plutôt, je mélange. On a eu un rapport du GIEC qui a bien montré notre inaction. La France a été justement condamnée plusieurs fois, notamment en août dernier, par rapport à son inaction. Et alors que les jeunes sont 350 000 présents dans les rues, pour ça notamment. Donc comment on veut que les jeunes aillent aux urnes s'ils ne se sentent pas même entendus et avoir de la valeur dans ce pays, alors que c'est nous qui vont être impactés justement par les mesures non prises par l'État. Donc je pense qu'avant de réfléchir sur comment inciter tous les jeunes à voter, il faudrait savoir pourquoi ils ne votent pas. Et comme je dis, beaucoup de jeunes ne se sentent pas concernés. Et là où je vais contraster plutôt avec toi, en disant que peut-être les étudiants seraient beaucoup plus privilégiés sur certains thèmes, je ne suis pas d'accord. Quand on voit déjà le quinquennat d'Emmanuel Macron, on se pose encore plus à diminution. On a une diminution des appels, donc là ça touche les jeunes mais aussi beaucoup les étudiants. La mise en place d'un Parcoursup qui a été catastrophique, une hausse des droits d'inscription à l'université. Ah, si. Je l'ai vécu il y a 2 ans, donc si. Une hausse du droit d'inscription de 1,2%, alors que les jeunes sortent une crise sanitaire, mais aussi une crise économique. Et justement, quand je parle des étudiants, j'en suis concernée parce que je l'ai vécu également, on pensait qu'enfin le gouvernement allait réagir et qu'on allait être aidé par rapport à ça, alors qu'une fois, pas du tout, et ce fut même pire. Par exemple, il y a eu une aide exceptionnelle normalement attribuée aux étudiants, enfin aux jeunes dans l'ensemble, et en fait, on s'est rendu compte que les étudiants n'étaient pas concernés par cette aide, alors que pourtant, c'est ce qui était rabâché dans les médias. Voilà, encore une fois, on n'est pas considéré. Et sur un autre sujet, je vais faire vite, mais pendant cette crise sanitaire, ce sont les étudiants eux-mêmes qui se sont bougés pour créer des épiceries solidaires, parce qu'il y avait quand même des jeunes qui ne pouvaient pas se payer un repas par jour. Je trouve ça fou. Et donc, il est essentiel que nous nous saisissons justement des questions de jeunesse et des jeunes aussi pour construire avec eux, c'est important, avec eux, des propositions programmatiques pour les échéances à venir. Donc, la question après ça, c'est comment intéresser les jeunes. Donc, on a vu lors des dernières élections une abstention massive lors des élections départementales et régionales qui touchaient surtout les jeunes. Il y a quand même 85% de taux d'abstention. Et il faut vraiment se demander les causes. Et quand je parlais avec des gens de ma fac, avec des étudiants, des jeunes qui sont dans la vie professionnelle ou pas, ce qu'ils m'ont dit, c'est à la fois ils ne se sentaient pas
concernés et ils n'étaient pas informés. Et je pense qu'on a beaucoup à jouer sur les informer là-dessus. Beaucoup de gens ne savaient même pas qu'il y avait des élections, par exemple, des élections départementales et régionales en même temps, même des gens qui venaient au bureau de vote, ce qui peut paraître assez fou. Et beaucoup de jeunes, en fait, ne connaissaient pas en fait les compétences de la région ou du département, je suis assez précise, mais c'est ce que j'ai relevé, et ne pensaient que ça ne les concernait tout simplement pas, alors que si. Donc c'est un travail d'information qui pour moi devrait se faire en utilisant des nouveaux canaux d'information, comme par exemple les réseaux sociaux, parce que voilà, il faut être réaliste, c'est les plateformes sur lesquelles les jeunes sont les plus présents. Et donc pouvoir les informer via ces réseaux sociaux, pour moi, peuvent être un bon moyen de les informer et de les inciter à venir. On voit beaucoup de politiques actuelles qui utilisent notamment les réseaux sociaux pour informer. C'est le cas aussi de beaucoup de gens au gouvernement. Et le résultat est que beaucoup de jeunes ont accroché avec ça. Donc voilà, donc je pense que ça va être un bon moyen d'inciter les jeunes à voter. Et un dernier point, donc là encore... un peu un point Europe Écologie Les Verts, mais pas que, parce que ça concerne Génération S et d'autres, c'est la primaire écologiste. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée, parce que c'est pour une fois, une des rares fois, on ne va pas imposer un candidat que nous, on a choisi dans notre parti au présidentiel, mais ce sont les gens qui peuvent choisir leur candidat. Si on se concentre un peu plus sur les jeunes, ça a été ouvert dès 16 ans, ça peut paraître anodin, mais c'est voilà, encore une façon pour les jeunes de s'exprimer. Juste une toute petite précision, quand tu disais la baisse des appels, ça concerne que les étudiants. Non, malheureusement, la réforme des appels, ça a aussi concerné les jeunes pros, tout simplement dans le calcul. Parce qu'avant, c'était un calcul sur tes revenus 2 ans avant. Et en fait, non, à partir du coup de l'année dernière, c'était un calcul par trimestre. Donc du coup, tous les jeunes pros, ils n'ont plus eu le droit aux APL. Ambroise, peut-être pas sur les APL, mais comment est-ce qu'on construit, co-construit, comment est-ce qu'on fait la politique avec les jeunes? Comment est-ce qu'on les implique, on les embarque? Pourtant, mes éléments de langage de réponse étaient prêts. Donc déjà, je voudrais commencer par vous remercier pour cette invitation, et notamment Auguste. Depuis le temps, dans la majorité, qu'on me parle de Guidel, depuis le temps qu'on me vante cette université d'été, je suis content d'être parmi vous la première année où il ne pleut pas, d'après mes informations. Ah. La journée n'est pas finie. Et vous êtes plus réactifs quand on critique la météo en Bretagne que quand on critique l'action du gouvernement. Ça m'inquiète un peu, hein. Bon, non mais plus sérieusement, et merci d'organiser ce débat de manière transpartisane, parce que c'est intéressant. On voit que les lignes en fait ne sont pas forcément des lignes politiques, et pas forcément sur le clivage pour le coup qui peuvent exister, mais qui sont des lignes des fois d'analyse, et donc je pense que c'est intéressant qu'on puisse confronter ces points de vue. Vous avez fait un constat globalement que je partage, et je ne vais pas revenir dessus, je vais plutôt essayer de me tourner vers la question de quelles sont les modalités d'action qu'on peut envisager dans les prochains mois, et notamment dans la campagne présidentielle qui s'ouvre, pour inciter les jeunes à retourner au vote. Et tout ça s'appuie évidemment sur les constats que vous venez de faire, que je partage grandement. Il y a un premier point qui reprend un peu ce que vous avez dit sur la question de l'intérêt du débat public. Et comment est-ce qu'on est capable de montrer aux jeunes dans le débat public que ce qu'on fait, ce qu'on dit en politique les concerne directement, et surtout que ça les respecte. Je voulais commencer par un petit sujet qui est la question de la qualité du débat public. Vous avez sûrement peut-être vu passer, ça fait pas très jeune, pardon de le dire, mais un appel dans le journal La Croix, qui pour le coup fait pas de jeune du tout, mais qui a été signé par plusieurs, je ne sais pas si les jeunes lisent La Croix, peut-être chez toi, mais voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a cet appel qui était très intéressant parce que justement, il y avait la nécessité, la volonté de mettre 10 règles de bonne conduite dans le débat public, et je pense qu'on pourrait tous, en tant qu'organisation de jeunesse, s'engager à essayer de respecter ça, et ce débat est une des premières preuves de ce qu'on est capable de faire. Donc, la qualité du débat public, première chose, sur le fond, sur la forme, la façon dont il se passe. Ensuite, la qualité du débat public et la capacité qu'on a à s'adresser aux jeunes sur les thématiques qui les concernent. Je vais prendre un contre-exemple, parce qu'on parle de baisse de participation, mais moi j'ai un contre-exemple qui me plaît beaucoup, c'est la question des européennes. Les dernières élections européennes, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une augmentation de 8 points de la participation
au global et de 14 points de la participation chez les 18-35. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a eu une structuration du débat public sur des thématiques qui concernaient les jeunes et il y a eu une offre politique claire. Et là, pardon, je mets un coin dans la question du clivage gauche-droite, mais ce n'était pas le clivage gauche-droite qui intéressait les gens dans cette élection. C'était le clivage pro-européen ou contre l'Europe. Et ça, parce que des partis ont assumé des positions claires. Europe Écologie Les Verts a fait un très bon score parce que justement, la question écologique était liée à la question européenne et vous l'avez exprimé dans le débat public. Et je pense que ça a eu un impact électoral positif. Nous, on offrait avec la majorité présidentielle une offre extrêmement claire sur ce qu'on voulait pour l'Europe de demain. Le Rassemblement national aussi, malheureusement, même si on est en désaccord, il y avait cette affiche claire. Et puis des partis qui étaient pour le coup un peu plus mitigés sur ce sujet se sont retrouvés en difficulté parce que les jeunes et les électeurs de manière générale n'ont pas lu d'offres politiques claires. Et donc cette capacité qu'on a à parler, à mettre dans le débat public des thématiques et un débat clair et des offres politiques claires, elle a aussi un impact puissant sur la capacité qu'on a à faire voter les jeunes. Et donc ça me permet d'enchaîner sur les thèmes qu'on doit mettre dans le débat public. Là, je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il faut s'adresser aux différents publics. Et il y a effectivement deux catégories de jeunes, les étudiants d'un côté et les jeunes actifs de l'autre, et ils n'ont pas les mêmes attentes, pas forcément les mêmes besoins. Et on a beaucoup parlé, et je suis d'accord aussi, aux étudiants, beaucoup moins aux jeunes actifs, et c'est une des responsabilités du gouvernement, je pense, dans les mois qui viennent, avant même l'élection présidentielle, de pouvoir être en capacité de s'adresser à des gens à qui on n'a pas donné de réponse pendant une partie de notre quinquennat. Et ça, je le dis avec une forme d'humilité sur le bilan du quinquennat. Et puis de manière générale, il y a des thématiques qui transpercent un peu ces deux catégories. Et la thématique de l'écologie, évidemment, même si on n'est pas d'accord sur la qualité du bilan écologique. Je rappelle qu'en 5 ans, on a fait plus que certains lorsqu'ils étaient au pouvoir pendant 2 ans, entre 2012 et 2014. On a fermé des centrales à charbon, par exemple. C'est 4 millions de voitures qui sont d'émissions de gaz à effet de serre de voitures économisées. On a un bilan à défendre, mais je ne suis pas sûr, effectivement, qu'on soit vu chez les jeunes comme étant suffisamment ambitieux sur le sujet. Je veux bien te le concéder. Et donc, il y a ce thème-là, le thème du pouvoir d'achat aussi pour les jeunes, qui est un thème qui est prégnant, crucial, sur lequel on doit faire plus que ce qu'on a déjà fait, même si là aussi, je veux quand même défendre le bilan du gouvernement, même si ce n'est pas l'objet de cette table ronde. Donc, l'intérêt du débat public par la qualité du débat et par le fond. Ensuite, quelque chose que tu as abordé juste à l'instant, la question de la communication, comment on s'adresse, comment on parle aux jeunes. On a des ministres qui sont exceptionnellement jeunes. Je crois que Sarah El Haïry est parmi nous. C'est la Benjamine du gouvernement. C'est à égalité avec Gabriel Attal. Le même jour d'anniversaire, ce sont les 2 plus jeunes ministres de la Ve République. Et donc j'ai envie de dire qu'on a insisté dans ce gouvernement sur les personnalités, mais il faut aussi qu'on soit capable d'adapter la communication. Et il faut arrêter les campagnes gouvernementales du SIG sur Twitter avec des vieux clips tout pétés qui ne touchent pas les jeunes. Il y a quand même des choses qu'on doit pouvoir faire. Quand vous regardez... on en discutait tout à l'heure, et je vais rendre à Apolline, la vice-présidente des Jeunes Démocrates, ce qui était à Apolline, mais quand on regarde tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure, quand on regarde la communication qui est faite pour les élections, il faut qu'on soit capable d'innover un petit peu. Quand on voit que 50% des jeunes sont sur Instagram, les 18-24 ans sont sur Instagram tous les jours, 33% sur TikTok, pourquoi est-ce que les campagnes de communication d'appel au vote, elles ne se font pas là où sont les jeunes? Pourquoi elles ne se font pas dans les formats qui intéressent les jeunes? Et donc il y a une responsabilité gouvernementale là-dessus. Il y a aussi une responsabilité, ça sera mon dernier point, qui est une responsabilité politique. Je fais un peu de pub personnelle, mais quand on fait une affiche qui s'appelle Macron président des jeunes, mais sous un code Netflix, on fait un choix qui est un choix qui peut être clivant, mais de dire que pour parler aux jeunes, il faut utiliser des codes qui sont ceux de la jeunesse. Et donc, quand on reprend les codes de Netflix, on attire l'attention. En positif ou en négatif, peu importe, on attire l'attention sur le débat public. Et ensuite, notre responsabilité, c'est de dire la politique, ce n'est pas que du spectacle, que de la communication, c'est aussi du fond. Mais il faut à un moment réussir à accrocher des gens qui ne sont pas dans le débat public, qui ne rentrent pas dans le débat public. Et nous, le parti pris qu'on aura pendant cette campagne, c'est de continuer un peu parfois à transgresser, à faire des choses qui des fois peuvent un peu choquer, faire débattre, parce qu'on est persuadé que faire revenir les jeunes, ça passe par la capacité à les attirer vers le débat public. Voilà, à la fois sur l'intérêt du débat public, donc sur le fond, sur la forme, et en même temps sur les outils de communication. C'est les pistes qu'on a envie de développer pour les quelques mois qui nous restent avant l'élection présidentielle. Tu parlais du SIG en plus, d'autant plus intéressant que on considère qu'un jeune sur 2 est aujourd'hui mal inscrit sur les listes électorales, et donc c'est un coût supplémentaire au vote, alors que le vote normalement doit être, et on le sait en sociologie électorale, en sociologie de l'abstention, plus le vote est simple et plus on vote. Là-dessus, peut-être, je serais curieux de t'entendre, Auguste, sur à la fois le sens qu'on redonne au vote, et aussi sur cette question d'inscription sur les listes électorales, puisque vous avez travaillé dessus
au mouvement démocrate et avec les jeunes démocrates. Oui, tout à fait. Déjà, je tiens à vous remercier tous d'être présents, d'avoir répondu à cette invitation à débattre. Et je remercie Dorian pour la petite histoire. Ce débat, il part de l'idée qu'il faut une réaction à ce taux d'abstention dramatique qu'on a vécu, notamment aux dernières régionales départementales. Et tous les mouvements de jeunesse présents ici, ou quasiment tous, j'espère pas me tromper, on avait signé une tribune dont tu étais à l'initiative. Dont j'ai accompagné l'initiative. Donc tu as accompagné l'initiative. L'initiative de Grégoire Cascara du mouvement Les Engagés. Voilà, tout à fait. Et ce qui prouve bien que la question, elle nous préoccupe tous et qu'elle casse un peu les clivages habituels, qu'on peut se retrouver sur des positions, qu'on peut ne pas se retrouver aussi sur certaines questions relatives à ça. Et je vous remercie de venir échanger là-dessus, ici au Mouvement démocrate. Nous, ça nous préoccupe particulièrement. Ça a commencé déjà à nous préoccuper sérieusement après les municipales. On a mobilisé de la matière grise sur la question et on continue de le faire. Pour répondre à ton interrogation sur le sens du vote, moi je vois dans l'échéance qui est devant nous en 2022 quelque chose de paradoxal. C'est-à-dire que l'élection présidentielle, c'est une élection qui passionne, c'est l'élection phare de la Ve République. Je suis assez peu inquiet sur le taux de participation à la prochaine présidentielle. Je pense pas qu'on va avoir un effondrement comme on l'a vécu. Par contre, elle a ça de pervers, l'élection présidentielle, qu'elle se résume, en tout cas, la perception qu'en ont beaucoup de nos concitoyens, elle se résume à être un casting, finalement. D'ailleurs, on voit le nombre d'émissions de télé qui pipolisent la chose. Moi personnellement, je trouve ça... Je pense pas que c'est par ce genre de moyens qu'on va résoudre la question de la participation électorale. Et le mandat présidentiel est perçu comme un mandat représentatif très strict, c'est-à-dire où finalement le citoyen n'intervient plus. Il élit un président tous les 5 ans, et après advienne que pourra. Il applique sa politique, et d'où les crises répétées qu'on peut observer et qui ne sont pas propres au quinquennat qu'on vient de vivre. Si on revient un peu en arrière, les quinquennats de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande, on observe des crises à intervalles réguliers. Et à mon sens, et je pense que c'est partagé par mon mouvement, vu les échanges qu'on a en interne, cela est dû au fait que l'acte de voter est finalement réduit à déléguer, à choisir quelqu'un qui va traiter les affaires publiques, mais non plus à s'investir et à traiter soi-même les affaires publiques. Le citoyen, il ne fait plus qu'un casting. Il choisit qui va décider pour lui, mais il ne s'investit plus dans la décision politique. Et ce phénomène qui découle de l'élection présidentielle, enfin c'est le diagnostic que je me permets de poser, il a imprégné toutes nos institutions, du haut vers le bas. Et j'en prends pour preuve la réaction qu'un certain nombre de candidats aux municipales ont eue. Les dernières municipales en 2020, je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire qu'on n'a jamais autant entendu parler de démocratie participative, de conseils participatifs, de budget participatif, de conseils de quartier, d'instruments pour essayer d'inviter le citoyen à s'investir de la décision publique en cours de mandat. Et je pense qu'on a beaucoup à prendre et on a de quoi s'inspirer de ces exemples locaux. Moi, je suis un passionné, ceux qui me connaissent le savent, je suis un passionné de la décentralisation, du travail des élus locaux et souvent c'est là que les choses sont expérimentées et qu'elles méritent d'être diffusées à plus haute échelle. Et je pense qu'on a beaucoup à prendre des initiatives de nos maires, de nos conseillers municipaux sur le sujet, notamment dans l'animation de la campagne présidentielle, de la construction des programmes, aussi des campagnes législatives. Et je pense que c'est le rôle d'un mouvement de jeunesse, un peu, je préviens mon mouvement, de bousculer un peu les habitudes et de dire non, et de dire non, il faut qu'on revoie un peu ce qu'on avait l'habitude de faire. Et là, en l'occurrence, je pense qu'il faut qu'on axe les campagnes qui nous attendent en 2022 sur ce format-là. Je pense aussi qu'il faut qu'on s'en inspire après pour gouverner.
La crise des Gilets jaunes, il y avait une demande forte qui revenait. C'était l'idée du référendum d'initiative citoyenne. Nous, avec les jeunes démocrates, on rappelle une chose simple, c'est qu'il existe un instrument dans la Constitution qui s'appelle le référendum d'initiative partagée, mais qui, en l'état, est particulièrement compliqué à mobiliser. Donc nous, on demande très simplement qu'on assouplisse déjà. Après, d'initiative citoyenne, pourquoi pas, mais qu'on commence déjà par ce bout, quoi, hein. Ce serait déjà une première avancée considérable. Pour redonner aussi du sens à l'acte de voter, ça commence à être connu, mais au mouvement démocrate, on est convaincu qu'une règle électorale efficace et qui attire, qui donne envie de se déplacer dans l'isoloir, c'est une règle électorale juste. Et on demande la proportionnelle, rien que la proportionnelle, toute la proportionnelle. Une règle électorale non seulement juste, mais aussi une règle électorale lisible. Ce qui nous a porté particulièrement préjudice, je pense, notamment pendant la séquence départementale régionale, c'est que pour avoir fait quelques marchés, notamment avec Sarah, quand on aborde un électeur, qu'on lui présente le tract, qu'on lui explique qu'il faut aller voter dans 2 semaines, dans 3 semaines, quel casse-tête, hein, pour expliquer la régionale, lui, alors c'est un scrutin de liste, mais il y a des listes dans chaque département, mais il y a une tête de liste au-dessus des têtes de liste de département. Et la répartition des sièges, elle se fait, enfin, même nous, je pense que si on fait une interro écrite, pourtant on est tous engagés, on a tous milité pour les régionales. Je suis sûr qu'on n'est pas tous d'accord. On n'a pas tous compris comment se répartissaient les sièges au régional. C'est pas normal. C'est juste pas normal. Et ça fait partie des choses qui font le rejet de la chose publique et qui font que l'électeur va dire bah non, moi j'ai mieux à faire dimanche. C'est tellement compliqué leur affaire. Et forcément, il y a quelque chose de louche, de pas net. Le débat technique, tu m'interrogeais pour qu'est-ce qu'on peut faire dans la perspective de 2022. Je pense qu'on peut pas tout chambouler là. On est un peu juste en termes de timing. Mais il y a deux choses. Et je me suis permis de le glisser à notre secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement. Je le glisse aussi à Isabelle qui est dans une mission parlementaire sur le sujet, qui a entamé des travaux. Et qui touche en particulier les jeunes. Tu parlais de mal-inscription électorale. On a quelque chose qui, à mon sens, n'est pas normal. C'est qu'on n'intègre pas la réalité étudiante dans les modalités d'inscription sur liste électorale. Je m'explique. Quand on atteint 18 ans, on reçoit une carte d'électeur. Et on est inscrit automatiquement sur les listes électorales de sa commune. De la commune où on a vécu jusque-là. Sauf que patatras, quelques mois après, on est amené à étudier ou à faire son apprentissage. Souvent on bouge, on quitte la commune de ses parents. Et pourtant, on vient d'être inscrit dans la commune de ses parents. Et on est face à tout un tas de difficultés administratives. La réalité du logement étudiant en France fait que c'est pas toujours évident de justifier de son attache dans la commune dans laquelle on étudie, entre les colocations, les sous-locations, et souvent c'est les plus précaires en fait qui ont du mal à justifier de leur attache communale. Et donc à la précarité sociale vient s'ajouter une précarité citoyenne qui est juste pas normale. Avec les jeunes démocrates, on demande une chose, c'est que dans le code électoral, soit on justifie d'une attache dans la commune pour pouvoir être inscrit. Il y a une petite exception qui a été faite pour les commerçants. Quand on est commerçant dans une tiens, il y a quelqu'un qui s'invite dans le débat. C'est la biodiversité, oui, exactement. Quand on étudie dans une commune, ça m'a perturbé du coup. Et ça continue. Ça continue de. Pardon ? Oui, les commerçants. Merci Isabelle. Quand on est commerçant, on peut s'inscrire sur les listes électorales sans vivre dans la ville en question. Nous, on demande une chose simple. Quand on étudie, quand on justifie d'une inscription pédagogique ou d'une inscription administrative dans un établissement d'enseignement supérieur dans une ville, on devrait pouvoir s'inscrire. Point. Ça me semble de nature vraiment à résoudre les choses.
Et deuxième chose, dans la perspective de 2022, il faudra qu'on en reparle, Sarah, mais je pense qu'on a une grosse campagne d'appel à l'inscription à faire sur les campus. On a amélioré beaucoup de choses ces dernières années, et notamment maintenant on peut s'inscrire jusqu'à 6 semaines avant une élection. Et il faudra le rabâcher, le redire. Moi je me souviens en 2017 des camarades de fac qui se retrouvaient devant les bureaux de vote le jour du second tour et qui... Bah non, en fait c'est à 300 km, c'est chez papa, maman, ça va pas être possible. Et ça c'est très simple à régler pour 2022, je pense qu'on a des choses à faire. Merci Auguste. D'autant plus sensible à cette question que, et donc c'est un bandeau de publicité personnelle, je viens de créer avec d'autres une association qui s'appelle À Voter, qui souhaite justement se mobiliser sur ces enjeux d'inscription sur les listes électorales, et je serais très heureux d'en discuter avec vous plus tard. La page de pub est terminée. Antonin, je t'ai vu prendre plein de notes. Qu'est-ce que le sujet t'évoque pour qu'on évite la génération abstention ? Eh ben, bonjour à tout le monde et merci d'avoir organisé ce débat qui est très chouette. En fait, j'ai un désaccord sur la vision qu'on a de la jeunesse aujourd'hui parce que la démocratie, c'est le vote et c'est pas que le vote. J'ai trouvé, en faisant des petites recherches pour préparer ce débat, un sondage qui montre que 94% des jeunes croient en la démocratie. C'est plus qu'avant la chute du mur de Berlin, c'est plus que la moyenne nationale. Donc les jeunes sont particulièrement démocrates, ce qui fait qu'ils sont particulièrement exigeants. Donc pour eux, le vote n'est pas quelque chose de naturel, d'évident. Ça, c'était une génération avant qui vote systématiquement en mettant ses beaux habits comme on va à l'église ou à un enterrement ou au mariage. Ce n'est pas une institution. La jeunesse, elle s'engage de plein de façons. Quand vous arrivez en terminale et que vous êtes lycéen, vous avez plus d'une chance sur 2 d'avoir eu une activité politique, que ça soit signer une pétition, fait des œuvres de charité, de solidarité, vous êtes engagé dans un syndicat, ce qui montre qu'il y a une très forte participation politique des jeunes, et une forte attente et une exigence. Je rejoins ce que tu as dit, Ambroise. La participation européenne, elle montre une chose. Les jeunes, ils se déplacent quand ils ont envie, quand on parle des sujets qui les intéressent. Quand vous avez un débat, comme on a depuis la rentrée, qui est pollué par des thèmes qui ne nous concernent pas dans nos conditions de vie, quand on parle du prénom des enfants ou quand on parle de l'accueil des réfugiés, je n'en dirai pas plus, et bien en fait, on pollue le débat. Et quand on entend des ministres dire qu'ils vont jouer au dur avec des polémistes d'extrême droite, et ben les jeunes se sentent un peu en dehors de ces débats. Ce qui nous concerne, c'est l'écologie. C'est la justice sociale, c'est les conditions de vie, c'est les luttes LGBT pour le droit à l'égalité, etc. Et quand les partis politiques, quand les candidats les portent, les jeunes n'ont pas de problème à s'engager et à suivre derrière. C'est la leçon des européennes, on a vu une forte participation qui était autant sur l'enjeu de l'Europe que de l'écologie, puisqu'on n'oubliera pas que s'inscrivait dans le mouvement des marches climat. La politique, elle marche comme ça. Il y a des mouvements sociaux de fond qui animent la société et qui vont ensuite, comme des vagues, s'échoir, se concrétiser, se transformer dans la sphère électorale. C'est comme ça que naît une idée. Elle naît dans un milieu intellectuel, elle est reprise par des syndicats, par des associations qui la font monter, et ensuite on trouve des gens à qui on met une cravate et une chemise, on leur dit allez, va te faire élire, et défends-la au Parlement, dans les institutions. Oui, c'est comme ça que ça marche. Et aujourd'hui, il faut constater que les partis politiques n'arrivent pas à faire cette transformation. Il y a des mouvements dans la société, il y a nous, avec nos manières de parler un peu anciennes, ça a été évoqué par d'autres intervenants, avec des mots parfois et un langage politique qui est un peu compliqué à comprendre, et entre les deux, une barrière qui est un peu hermétique. Il y a plein de raisons à ça, et je ne suis pas là pour faire une thèse de sociologie, mais pour dresser quelques perspectives, je pense qu'on pourrait travailler sur la façon de s'engager. Je vais vous donner un exemple, j'ai une petite sœur qui est lycéenne, et ça fait un peu mon thermomètre de la jeunesse, et je la vois souvent partager sur Instagram des publications de Raphaël Glucksmann, qui s'est engagé sur la question des Ouïghours, qui n'était pas, quand il a commencé, la question la plus, entre guillemets, pardonnez-moi le terme, un peu sexy. Ce n'était pas un sujet dont on aurait pu imaginer une mobilisation massive de la jeunesse. Et pourtant, la façon dont il l'a faite a permis aux jeunes de participer. C'était des stories, donc un message éphémère sur une application qui s'appelle Instagram, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Non, c'est le point OK Boomer, c'est ça ? Non, pas du tout. Mais on parlait des moyens numériques. Et ensuite, ça permettait de s'impliquer parce qu'on partageait la pétition, il y avait des appels au boycott de marques impliquées en Chine. Et donc, ce n'était pas simplement Raphaël Glucksmann qui arrivait en disant « jeunes, faites comme ça ». Il leur donnait l'opportunité de participer, de s'impliquer. C'est tout un héritage que je pense on doit arriver à reconstruire, faire du jeune un acteur,
y compris au sein du parti politique, et aujourd'hui, ce n'est pas complètement le cas. Une des pistes pour moi, ça pourrait être de renouer avec la tradition de l'éducation populaire, qui a fait énormément pour politiser notre jeunesse, en fait. Et la Troisième République, dire ces mots ici à un sens particulier, historiquement, quand elle s'installe en France sur le long terme, elle s'installe parce qu'il y a des hussards noirs de la République, parce qu'il y a des mouvements associatifs, des réseaux d'éducation populaire, qui vont aller sur des millions de personnes, faire de la pédagogie, transmettre de la connaissance et transmettre le goût politique, le capital culturel et social qui donne la légitimité de s'engager. Je lisais un bouquin ce matin et j'ai été ravi d'apprendre un truc qui s'appelait l'élagage. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'était un grand truc de l'éducation populaire au 19e et qu'ont fait les résistants sous l'occupation. C'est une lecture collective d'ouvrages. Et donc on prend des ouvriers, parce que souvent à l'époque ils étaient illettrés, et on va prendre un ouvrage. Alors bon, c'était un peu les textes marxistes parce que c'était l'époque et la mode, mais on pourrait prendre des ouvrages plus actuels, par exemple des livres d'économie, etc. Et on le travaillait avec des gens plus instruits. Et en collectif, parce que c'était un acte politique, les gens allaient découvrir cet ouvrage, débattre dessus, et ça allait être un vecteur de politisation qui ensuite allait leur permettre d'avoir la légitimité d'aller sur l'arène publique. Parce que il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, les jeunes qui s'engagent, c'est beaucoup des jeunes qui ont des bac plus 5 et qui sont d'une certaine catégorie d'étudiants assez favorisés. Je suis d'accord avec ça. Je vois que le temps file. Dernier point. Je pense qu'on doit aussi laisser la place aux jeunes quand ils veulent s'engager. Parce que il faut des figures d'appropriation, il faut des représentations qui donnent envie. À gauche, on a Alexandria Ocasio-Cortez aux États-Unis, qui est un symbole absolu et qui pousse des générations entières de jeunes à s'engager. Et aujourd'hui, on ne les a pas complètement. Donc le message, et on en parlait avant, et je pense que tous mes camarades sont d'accord pour le dire, notre message au parti politique, on va dire traditionnel, c'est aussi un peu place aux jeunes. Place aux jeunes quand il s'agit de prendre la parole, parce qu'il arrive souvent de se faire couper ou d'être considéré moins légitime parce qu'on est jeune. Et place aux jeunes aussi sur les places électorales, parce que un camarade tout à l'heure des jeunes républicains disait on est souvent là pour coller des affiches, puis on a un peu oublié quand il s'agit ensuite de mettre en place des politiques publiques qui nous concernent. Voilà, je ne veux pas être plus long, et merci beaucoup. Merci Antonin. Auguste, un mot? Oui, j'aimerais juste réagir sur ce qui vient d'être dit à propos d'éducation populaire. Moi, je pense que, vous m'en voudrez pas, j'en ai un peu entendu sur le gouvernement, je vais faire un petit peu de défense. Je pense qu'on a tenté une expérimentation qui me semble très intéressante pour renforcer justement la participation électorale chez les jeunes, c'est le SNU. Pour en avoir fait quelques-uns, je sais que ça soulève des questions, ça soulève des débats, mais il faut toujours aller voir concrètement. Pour en avoir vu concrètement quelques-uns sous les yeux, il y a des députés européens qui défilent, des députés nationaux, des maires, des préfets. C'est de l'explication grandeur nature de ce que c'est l'action publique, la politique dans ce pays, et qui fait quoi, qui sert à quoi. Et dernière petite chose, je pense, ce qui est dramatique dans le taux d'abstention des jeunes sur les départementales régionales, quand on a entre 18 et 24 ans, on vient de sortir, il n'y a pas si longtemps, de 3 ans de lycée, de 4 ans de collège, lycée géré par les régions, collège géré par les conseils départementaux. Bien souvent, à aucun moment, on les voit, ces élus. On rate une occasion terrible de faire de la pédagogie sur ce qu'est la démocratie territoriale en France, à quoi ça sert. Et voilà, je voulais simplement dire ça. Je vous propose qu'on prenne une question de la salle d'Erwan Balanan, député du Finistère, qui, je sais, a beaucoup travaillé sur les enjeux de participation citoyenne, notamment via le CESE. Merci. Moi, je suis super content de voir ce moment parce que voilà, c'est bien pour notre mouvement politique de se dire qu'on est capable de réunir toutes les forces de jeunesse politique du spectre, je vais dire, républicain et modéré. Et je suis assez fier qu'on puisse faire ça. Ouais, je crois qu'on peut applaudir, et surtout on peut applaudir les jeunes. Et je voulais aussi les féliciter parce que faire le choix de venir, c'est pas nécessairement évident. Ils auraient pu tomber sur une salle hostile, mais enfin on reste des démocrates. Je vais faire très vite parce que je voulais apporter un petit élément de réflexion. Alors je suis comme avec Isabelle, on est tous les deux dans la mission que Richard Ferrand a mis en place sur l'abstention. On a commencé à faire un certain nombre d'auditions et on a commencé aussi à regarder un certain nombre de chiffres et c'est important. L'abstention des jeunes,
elle est historiquement et tout le temps plus forte que l'abstention des moins jeunes. Donc il y a un effet de seuil sur la question de cette élection, les dernières, où c'est dramatique partout. Donc la question de faire reculer l'abstention, ce n'est pas qu'une question de jeunesse. Et je pense qu'il faut le dire parce que quelque part, à chaque fois, on stigmatise les jeunes. Mais les jeunes, ils ont historiquement moins voté et il y a des problèmes, des réalités, et tu l'as bien dit, Auguste, sur la question du jeune qui vote, à Quimperlé quand il est étudiant à Paris. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Donc c'est un vrai sujet. Par contre, alors, premier élément, je vous avais été un certain nombre à vous dire, les politiques ne parlent pas aux jeunes aujourd'hui. C'est une réalité constante. Quand moi j'avais votre âge, j'avoue que Raymond Barre ne me parlait pas tant que ça. Donc vous voyez bien. Donc c'est pas non plus le seul sujet. Le vrai sujet en réalité, c'est qu'il faut notre monde, notre société a énormément évolué et il y a des éléments de rénovation à faire et la maison République et la maison démocratie a besoin d'être un peu restructurée. Et cette restructuration, elle passe tout simplement, et c'est un élément que je mets au débat, sur l'articulation qu'il y a entre la démocratie participative, la démocratie représentative qui est extrêmement importante, et créer cette démocratie continue, faire en sorte qu'entre les élections, dans l'interstice électoral, on ait envie de continuer à s'engager. Et prendre en compte effectivement et se dire que la démocratie, ce n'est pas que le vote. Je crois que la démocratie, c'est aussi l'engagement citoyen et tout ça. Et il y a un travail à faire des pouvoirs publics, et Sarah le fait, de redonner le goût de l'engagement à la jeunesse, mais pas qu'à la jeunesse, à tout le monde. Et ça passe évidemment par la jeunesse. Et à partir du moment où on s'engage dans la société, où on est d'accord de participer, de donner un peu de son temps à la société, naturellement, on a envie de voter à un moment donné. Et je crois que c'est ça qu'on a perdu dans notre société, peut-être par un certain individualisme, ce goût de l'engagement pour l'autre, ce goût de ce que moi j'appelle l'empathie politique, c'est-à-dire la préoccupation pour l'autre. Et là, vous êtes un bel exemple que rien n'est perdu et qu'on va y arriver, parce que notre démocratie, on va la sauver, évidemment. Antonin, peut-être un mot sur démocratie continue? Va falloir changer de république pour ça. Va falloir changer de république pour ça. Parce qu'en fait, l'individualisme, c'est un peu le truc facile de comptoir de café, sans vouloir être péjoratif envers vous. Et ouais, de dire, oui, là c'est plus individualiste, et en même temps, les gens ont besoin de commun, on voit qu'il y a un besoin de solidarité, donc je ne suis pas sûr qu'on puisse simplement dire les gens sont égoïstes et font leur vie dans leur coin. Je pense qu'on est dans des institutions, celles de la Ve République, qui enferment les gens. Pourquoi? C'est toi qui le disais tout à l'heure, il va y avoir une grosse participation à la présidentielle, parce que les gens savent que le pouvoir y est à l'Élysée. Pourquoi est-ce que les gens ne participent pas au département, au régional, en tout cas moins? Ils ne sont pas bêtes, ils se rendent compte qu'il y a moins de pouvoir. Donc c'est bien de le dire ici. Il y a des auteurs qui, depuis longtemps, ont dénoncé le caractère centralisé, hyper centralisé et personnalisé de la Ve République. Pierre Mendès France, dans La République moderne, disait déjà à l'époque, il va falloir faire un effort si on veut intéresser les gens à la politique. Michel Rocard écrivait déjà, il faut décoloniser la province et que tout ne soit pas décidé par 100 énarques à Paris. Donc oui, il va falloir un changement institutionnel un peu courageux. Et à ce point, on peut se rejoindre, mais ça va demander un peu de courage politique. Alexandra, toi, une réaction sur la démocratie continue? Qu'est-ce que ça t'évoque ou qu'est-ce que ça te... C'est une grande question. Alors non, bien évidemment, je ne suis pas d'accord sur le fait de changer la Constitution, changer de République. Je pense que ça, tout le monde m'attend là-dessus. Après... alors, c'est marrant parce que en fait, je voulais réagir sur plusieurs points depuis le début. D'ailleurs, je salue Sarah parce que je suis à Nantes. Donc, en fait, on est au même endroit, c'est très bien. Et en fait, il y a plusieurs points. Non, parce que j'étais candidate au départemental, donc non, j'ai pas voté. Et justement, donc, pour réagir sur le point des candidates au départemental, en fait, je reviens, excuse-moi, je ne réponds pas totalement à la question, mais je reviens sur un point qu'on a abordé tout à l'heure, qui est que les partis doivent laisser plus de place aux jeunes, et là-dessus, je suis entièrement d'accord. Et je sais que nous, c'est vraiment, en tout cas chez les Républicains, c'est quelque chose qui est vraiment dans le parti, dans l'ADN du parti depuis que Christian Jacob a été élu à la tête du parti. C'est vraiment de laisser la place aux jeunes. C'est ce qu'on en parlait tout à l'heure. Les jeunes ne sont pas là que pour coller des affiches et pour tracter. C'est fini ça. Cette politique, c'est terminé.
Les jeunes, aujourd'hui, ils sont là pour réfléchir. Ils sont là parce qu'ils ont envie de parler. Et en fait, c'est comment est-ce qu'on... Et là, ça rejoint un peu ta question de démocratie continue, entre guillemets. Mais en fait, continue, c'est très bien, mais continue dans le temps. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller chercher un jeune pour une élection et lui dire c'est très bien. Alors là, pour les présidentielles, j'ai besoin de toi parce qu'il faut aller coller, il faut aller tracter, il faut aller sur les marchés. Et puis, une fois que l'élection est passée, ah ben en fait, t'as quelque chose à dire, on s'en fiche. Non. La démocratie continue, c'est aussi donner la place aux jeunes sur le long terme. C'est les inviter à des cercles de réflexion, les inviter à réfléchir, les faire participer au programme. Nous, chez les Républicains, voilà, on a fait notre entrée début septembre. On avait présenté plein de propositions qui ont été reprises par le parti pour faire le programme présidentiel. On n'a pas encore de candidat, mais au moins on a un programme, c'est déjà ça. Et un congrès, bientôt. Et bah oui, ça vient de tomber, on fait un congrès. Bon voilà, comme ça je vous le dis maintenant. Mais ça c'est quelque chose qui est super important, vraiment donner la place aux jeunes, et donner la place aux jeunes, leur permettre aussi d'être sur des listes. C'est pas juste aussi les faire réfléchir, c'est de leur laisser la possibilité d'être sur des listes. Moi j'ai eu la chance d'être sur les listes municipales, j'ai eu la chance d'être candidate au départemental. Alors ok, je suis une fille et à droite on n'est pas beaucoup, donc du coup on a besoin de filles, mais c'est aussi parce qu'on est là parce qu'on a des idées et parce qu'on doit s'investir. Et ça, c'est très important. Antoine, Nolwenn, d'un mot, qu'est-ce qui... démocratie continue? En 2 phrases et 15 mots. Même pas, si tu veux. Moi, je me méfie toujours des néologismes. Je ne sais pas ce que c'est la démocratie continue. Oui, mais je finis. En tout cas, il y a quelque chose que je chéris, c'est la démocratie représentative. Et là-dessus, je crois que ça, on doit la garder, on doit la défendre. Et malheureusement, je suis désolé de dire ça aussi. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, on est là entre jeunes. Alors, je ne sais pas si on est très jeunes dans la salle, mais j'en vois beaucoup en tout cas. Mais on n'est pas représentatif forcément des jeunes de la société. Et je suis désolé de dire, alors je ne sais pas si le clivage gauche-droite existe encore ou Europe, anti-Europe, mais il y a un clivage qui est vrai et qui est représenté sociologiquement actuellement dans le pays. C'est les perdants de la mondialisation contre les gagnants de la mondialisation. Et là-dessus, dans ce sens-là, on va dire que je ne connais pas la vie de chacun. Je ne suis pas là pour juger. Mais quelque part, nous, on fait partie d'une frange qui est plutôt, tu le disais tout à l'heure, plutôt diplômé, bac+5, on s'exprime bien, on est à l'aise, on est bien entre nous. Mais à un moment, pour être représentatif, c'est pour ça que je tiens à ce terme-là, il faut aussi que nous faisions de ça une force pour aller voir les jeunes et les motiver là-dessus pour aller voter et se présenter. Et enfin, je termine et je sors du sujet, mais il y a quelque chose dont on n'a pas parlé actuellement, j'ai juste évoqué au début, c'est-à-dire que, je ne sais pas où est la caméra, mais en tout cas, si les jeunes doivent nous entendre, c'est qu'ils doivent aller voter, tout simplement. Ils doivent aussi, parce que ce n'est pas juste aux élus de laisser la place aux jeunes, c'est aux jeunes de les prendre aussi, ces places-là. Et toi, Alexandra, tu l'as certainement prise aussi, ta place, mais c'est bien, je veux dire, c'est positif ce que je dis. Donc à un moment, ne nous réfugions pas uniquement derrière la superstructure, mais prenons aussi notre place et aux jeunes d'aller voter et de s'investir eux-mêmes dans la vie municipale et dans la vie politique pour prendre eux-mêmes leurs responsabilités. Je pense que sur quelque chose sur lequel on va être tous d'accord, c'est favoriser l'engagement des jeunes et développer la formation militante. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne se sentent pas légitimes à être sur des listes et à participer vraiment à la vie politique. Mais on a pu voir lors des dernières élections, mais aussi chez Europe Écologie Les Verts depuis un bout de temps, que les jeunes sont présents sur liste. Et c'est pas seulement un nom sur une liste pour histoire de dire « Regardez, on a mis des jeunes, maintenant vous pouvez vous sentir un petit peu concernés et représentés ». Non, ce sont des jeunes qui ont été mis, par exemple, sur les listes régionales très très haut. Moi-même, j'étais candidate aux élections municipales et aux élections départementales. Et tout de suite, on se sent avoir une légitimité et pouvoir vraiment donner nos voix, notre parole et nos idées. Et dans le même sens, dans l'inverse, les jeunes, eux, vont se sentir représentés. Donc c'est important que ça fonctionne dans les deux sens et qu'on laisse vraiment la place aux jeunes pour construire un programme, pour être présent sur les listes et pas juste être un nom ou le jeune de la liste. Voilà.
Ambroise, le jeune avec Macron, comment est-ce qu'on fait cette légitimité-là de la jeunesse qui veut s'engager? Comment est-ce qu'on lui... Bon, j'avais sur le fond et peut-être sur comment est-ce que, de manière plus générale, on est capable d'attirer les jeunes à la politique au-delà de l'échéance de 2022. Moi, j'avais 2 sujets. Un qui n'a pas été abordé encore, mais qui est la question de l'éducation. Comment est-ce qu'on est capable, à un moment, dans notre système éducatif, et je le dis en présence de Sarah, mais aussi, je ne sais pas si Nathalie est présente, mais il y a ici des gens qui ont cette capacité-là, c'est comment est-ce qu'à un moment, notre système éducatif est capable de faire passer des messages, et on est, nous tous plutôt jeunes, on peut constater la défaillance majeure de l'éducation civique et morale au collège et au lycée. C'est pas ça qui donne envie d'aller voter. Et donc potentiellement là-dessus, il y a un travail à faire à la fois sur comment est-ce que le message passe. Peut-être, on avait fait une proposition au gouvernement d'avoir un moment, une parole qui soit portée par les jeunes sur ce qu'est la République et sur le sens du vote. C'est-à-dire que peut-être que les jeunes qui parlent aux jeunes, ça a plus de sens que des gens qui sont, entre guillemets, déconnectés de la génération. Il y a ce travail-là à faire, de repenser l'éducation civique, de repenser le rôle des institutions et de l'explication, y compris sur le rôle des institutions territoriales. Je sais que ça te tient à cœur, Auguste. Et donc sur ce travail-là d'éducation civique, on a des avancées à faire. Je rejoins ce qu'a dit Auguste aussi, le SNU, pour le coup, on est d'accord là-dessus, mais il y a des modules là-dedans, et je pense qu'on peut en mettre plus, d'ailleurs, des modules d'appel au vote, de compréhension de ce qu'est notre démocratie, qui sont absolument essentiels, parce que comme tous les jeunes passent par ce creuset républicain, à la fin, on obtient des résultats, puisqu'on est sûr d'avoir touché tout le monde, en plus dans un cadre où il y a un mélange de population avec des gens qui ne parlent pas forcément d'habitude. Et donc là, on peut confronter des gens qui sont effectivement des gens intéressés par la chose publique et des gens qui ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes origines familiales, pas les mêmes origines sociales. Et donc ce travail-là, je pense qu'on peut le faire aussi au travail du service national universel. Ça, c'est sur la partie éducation. Et puis ensuite, sur la partie considération, de montrer aux jeunes que l'engagement, de manière générale, la démocratie, mais aussi le vote, servent à quelque chose. La première chose, c'est que je rejoins le constat sur le fait que les jeunes s'engagent plus sur des causes et que ce n'est pas forcément parce qu'ils ne viennent pas voter qu'ils ne sont pas intéressés par la chose publique. On est totalement d'accord là-dessus. Petite anecdote, ma petite sœur qui a 16 ans partage aussi des stories de Raphaël Glucksmann et je lui dis mais tu sais qu'il est engagé en politique pour le Parti socialiste. Elle fait ah non, je ne savais pas du tout, mais voilà, c'est Raphaël Glucksmann, c'est les Ouïghours et elle me parle des Ouïghours de la même manière. Donc c'est bien la preuve que même des gens non politisés peuvent avoir cet attrait-là. Et puis, donc sur la façon dont qu'on a de donner du sens à l'engagement, il y a la capacité à écouter ce que disent les jeunes. Et là, je parle plus à notre majorité. Je veux dire que quand on fait des propositions, quand des mouvements de jeunesse font des propositions et que ces propositions sont reprises et qu'elles sont appliquées et qu'elles changent concrètement la vie des jeunes, eh bien, on montre aussi l'intérêt de l'engagement politique. J'ai une fierté dans ce quinquennat, c'est qu'on a fait des propositions au moment de la crise sanitaire. C'était peut-être pas suffisant, peut-être pas assez, peut-être pas ci, peut-être pas ça, mais simplement pour vous donner cet exemple précis qui me tient particulièrement à cœur, on avait proposé en janvier l'extension des repas à 1 € au Crous des boursiers vers tous les étudiants. Ça a été repris par le président de la République 2 semaines après notre proposition. Et je peux vous dire qu'en tant que président de mouvement de jeunesse, quand j'ai eu les remontées de terrain des étudiants qui sont engagés chez nous, qui nous ont dit on a un problème là-dessus sur la capacité qu'ont les étudiants à manger, qu'on fait cette proposition et qu'on voit qu'elle s'applique concrètement et qu'on a servi 11 millions de repas Crous à 1 €, et ben, il y a une fierté de l'engagement parce qu'on se dit qu'on a changé concrètement le quotidien de 11 millions de repas. Et ça, c'est... Je pense que au-delà des différences politiques, on ne peut pas faire mieux que d'avoir une réalité concrète de ce qu'est l'action. Et puis enfin, je termine là-dessus parce que je pense que ça vous tient à cœur, sur les modalités du vote, à la fois sur la modernisation de ce vote, le vote par correspondance, le vote peut-être électronique. En tout cas, je pense qu'il faut qu'on adapte notre démocratie à la société dans laquelle on vit, et sur la représentativité. Sur les jeunes, ça a été dit, je ne reviens pas dessus, je pense que tous les partis sont en train de prendre conscience progressivement, en tout cas ce que j'entends, parce que moi j'ai la sensation qu'on le fait chez nous. Je crois qu'il y a quelques maires, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais je sais qu'il y a le maire de Port-Marly, le maire de Villepreux, il y en a quelques-uns chez les jeunes démocrates que je veux saluer parce qu'ils travaillent en plus dans les Yvelines en bonne intelligence, avec notamment aussi le maire de Verneuil qui est un maire JAM. Donc on a fait ce travail-là dans la majorité, j'ai honnêtement plutôt satisfait, j'ai l'impression que c'est le cas chez les autres aussi, en tout cas au régional on a affronté beaucoup de jeunes, et au départemental aussi, donc voilà, c'est plutôt bon signe. Et puis il y a la question de la représentativité, et je vous le dis ici avec non sans amusement et avec un clin d'œil très appuyé, vous pouvez compter de manière très appuyée sur le soutien des jeunes avec Macron pour défendre l'importance de la question proportionnelle dans les scrutins. C'était facile, mais c'était sincère.
Merci beaucoup. On arrive au terme de cet échange et les mots de la fin, j'aimerais les emprunter à Alexis de Tocqueville qui disait que dans les démocraties, chaque génération est un peuple nouveau. J'aimerais vous remercier très sincèrement, chacun d'entre vous, d'être venu ce soir. Erwan le disait tout à l'heure, c'est pas un exercice facile. Et remercier également le mouvement démocrate et les jeunes démocrates, puisqu'on manque encore cruellement, je trouve, d'espace comme ça pour croiser les regards, les visions, les projets, les récits. On en manque cruellement, et surtout à 7 mois d'une échéance comme celle qu'on va connaître. Donc merci.